On veut toujours opposer le rire et la réflexion, alors qu'en fait, ça va tellement de pair. Enfin, il y a tellement quelque chose, c'est tellement... Enfin, je sais pas, moi, les gens que je trouve drôles, c'est souvent aussi des gens que je trouve intelligents. Je fais vite sur le message, parce pour que ce soit trop long, mais donc il faudrait que toi et moi, on recouche ensemble par rapport... Putain, ça a coupé, là. Franchement, tant mieux. Non, mais le carnage, là, ça va pas du tout. Enfin, non, oh là là. Ah, c'était pas clair. Mais pas du tout. Ah, merde. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que t'as pas raccroché? Je sais pas, je pensais que ça allait être simple à expliquer, c'est pas simple. Bah, évidemment que c'est pas simple, mais enfin... Ouais. Il a déjà répondu? Le Tarek, là? Ouais. Il dit quoi, lui? Yes, ok, comme. Yes, ok, comme? Ouais. Ah ouais, hyper open, quoi. Alors moi je suis Raphaël Balboni. Et moi, je suis Anne Siro, et nous sommes les réalisatrices. Voilà, du syndrome des amours passés. Le syndrome des amours passés sort en deuxième, mais l'écriture du syndrome avait commencé avant l'écriture d'une vie démente. Ce que ça donne à la sortie ne ressemble pas tout à fait à l'ordre, à la chronologie du processus, vu que le syndrome est un projet en fait plus ancien. On n'a pas tellement eu la question de se distancer par rapport à une vie démente. Je pense qu'il y a des préoccupations et des problématiques qui réapparaissent un peu spontanément. On n'a pas cherché à se distancer d'une vie démente, vu qu'en fait le syndrome est préexistant. Le postulat de base, le concept un peu fou et absurde, ça a mis du temps. On a dû beaucoup travailler sur l'écriture du projet pour que le lecteur d'abord, puis le spectateur du brouillon du film, enfin des premières étapes du film accepte. Mais ça n'a pas été facile en fait. Hein. Bah oui, mais c'est un peu comme dans tous les projets de fantasy comedy, quand il y a une espèce d'élément fantastique qui vient propulser la comédie de situation. Il faut trouver la bonne façon de faire atterrir dans le projet ce moment, pour qu'on embarque le spectateur et qu'il accepte ce postulat un petit peu décalé, un peu absurde. Mais c'est un moment, en fait, il faut installer une connivence. C'est-à-dire forcément, nous, je m'en souviens d'avoir revu Hibernatus quand on se posait ces questions-là, parce qu'on a quand même cet homme qui est coincé dans la glace. Et je me souviens de ce médecin qui explique que par réchauffement successif, ils ont réussi à réveiller cette personne qui a réussi à hiberner, quoi. Donc, et c'est toujours des choses en fait, où ça passe par l'humour aussi. C'est-à-dire qu'il faut que la situation en elle-même soit suffisamment drôle, importante, décalée. On peut rire et faire rire sans être potache. On veut toujours opposer le rire et la réflexion, alors qu'en fait, ça va tellement de pair. Enfin, il y a tellement quelque chose, c'est tellement... Enfin, je sais pas, moi, les gens que je trouve drôles, c'est souvent aussi des gens que je trouve intelligents, parce que forcément, dans leur drôlerie, dans leur humour, il y a l'intelligence de leur vision. Et du coup, je me dis, c'est quand même marrant qu'on ait tout le temps tendance à vouloir opposer la réflexion et le rire, alors que je pense que c'est des choses qui sont un peu fondamentalement liées. Je pense que le naturalisme, il nous importe à certains endroits et pas du tout à d'autres. C'est un peu comme dans notre premier long-métrage, Une vie démente, quoi. C'est-à-dire que, autant c'est très important pour nous d'avoir beaucoup de naturalisme sur la façon dont les personnages se parlent, et que ça ressemble beaucoup à la manière dont nous on se parle. Mais ensuite, il y a d'autres endroits où on n'a pas du tout envie d'être naturaliste. On n'a pas du tout... Enfin, on aime bien créer des espaces mentaux, on aime bien créer des choses métaphoriques. Et on aime bien jouer avec le spectateur, donc c'est ça aussi. À un moment donné, ils ont cette liste des ex, ils font cette liste des ex, on va avoir une espèce de tableau des ex ou d'endroits, de pièces où il y a tous ces ex. On délire, on met des ampoules, on met un décor complètement irréel et c'est un jeu aussi avec le spectateur. Et c'est ça aussi, dans les métaphores aussi, il y a quelque chose de très sensuel, très... on va représenter la sexualité de manière décalée, on va chercher la sensualité, on va chercher, mais on garde le côté très ludique. Il y a un côté très, à chaque fois un petit peu, ils gonflent une chambre à air et puis on les voit dans une immense chambre à air géante et qui ressemble à des vagues, à une mer presque, quelque chose qui les englobe. On s'amuse, on essaie toujours de jouer avec le spectateur en fait. Disons que nous, on travaille le récit jusqu'à un certain point, et une fois qu'on est assez content des façons dont les choses se posent, narrativement et thématiquement, on fait rentrer les acteurs, parce que là, on a vraiment besoin en fait, de s'appuyer sur les vrais interprètes qui vont incarner le couple, Rémi et Sandra, parce qu'on va échafauder, on va continuer d'échafauder l'écriture à partir de ce qui se passe spontanément quand on les voit, quoi, quand on les voit jouer, quand on les voit interagir.